Bonjour à tous, rebonjour à toutes, bienvenue dans cette deuxième vidéo des vidéos de début d'année, avec la vidéo spéciale série qui comportera le top 5, le flop 5 et un rattrapage de certaines séries que j'ai vues cette année et dont je n'ai pas parlé en vlog. Il y a beaucoup plus de séries qu'avant cette année, donc je vais devoir passer un peu plus rapidement sur certaines, mais va quand même falloir revenir sur quelques-unes, parce que effectivement il y en a pas mal que j'ai pas abordé, et il y en a certaines que je vais pouvoir aborder pour la première fois, alors que ça faisait longtemps qu'on m'en parlait, et qu'on voulait avoir mes avis dessus, etc., donc vous allez être contents. On va donc commencer par le flop 5, 5, 4, 3, 2, 1, et donc la pire série. On fera ensuite un petit rattrapage sur les séries qui sont entre les tops et les flops dont je n'ai pas encore parlé. Uniquement celles dont j'ai pas encore parlé, si j'en ai déjà parlé je vous en parlerai pas, genre Andor par exemple. Et ensuite on fera le top, 5, 4, 3, 2, 1 avec le top. Commençons donc par les flops. Star Trek Lower Decks, saison 3. Alors faut savoir qu'au début là ça reste dans les séries bof, c'est-à-dire que ça reste quand même regardable. Tu peux aller quand même jusqu'au bout. Star Trek Lower Decks, c'est la deuxième fois qu'il se retrouve dans les flops d'ailleurs. C'est une série d'animation autour de Star Trek qui est censée être comique, mais je cherche toujours où sont les blagues. Et ils en sont donc à la saison 3 désormais, avec toujours aucune blague. il y a beaucoup qui sont très très nuls et qui ont beaucoup de mal à marcher. Après, la série est pas désagréable à regarder, ça reste du Star Trek si vous voulez. Mais les personnages sont pas attachants, les histoires sont pas fascinantes et l'humour est pas drôle, donc franchement, ça sert pas à grand chose quoi. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire dessus, ça se regarde. Mais c'est vraiment pour 20 minutes pour bouffer, parce que c'est typiquement ce genre de truc quoi, c'est 20 minutes pour bouffer et faire une petite pause, mais tu t'y repenseras même plus dès que l'épisode sera fini quoi. Donc voilà, pour celui du top 5, ça va aller assez vite à ce niveau-là, parce que j'en ai déjà parlé vite fait de la série l'année dernière. Passons au numéro 4. Et le numéro 4, je suis très très déçu, c'est 1899. La nouvelle série du couple allemand qui avait réalisé Dark, qui était une des meilleures séries qui ait jamais été faite. Et tu regardes 1899, c'est triste de voir à quel point ça essaye de courir après ce qui a fait le succès du premier, mais ça y arrive pas en fait. Dès qu'on a commencé à avoir quelques indications sur ce qui pourrait se passer, l'histoire c'est qu'il y a un groupe de personnes qui se retrouvent sur un navire en plein milieu de l'océan. Plusieurs événements étranges commencent à se produire et plusieurs passagers ont des comportements étranges, il y en a qui sortent d'on sait pas trop où, et puis on tombe sur l'épave d'un ancien vaisseau un petit peu avant, et on se demande ce qui s'est passé dessus, etc. Et on a commencé à suggérer plus ou moins un truc au début de la série, et je me suis dit putain si c'est ça, c'est ultra décevant quoi. Et ben c'était ça. Je vais pas vous faire le spoil, parce que si vous l'avez pas vu, cela dit, la série sera jamais finie, donc on pourrait limite la spoiler, hein, parce qu'ils ont abandonné la série, il y aura pas de saison 2 ou 3. Mais honnêtement, le mystère est pas intéressant du tout, les personnages sont pas intéressants, c'est tarabiscoté au niveau des différentes raisons, pourquoi est-ce qu'on est là, etc. Ils veulent faire un truc avec un équipage mixte qui vient de plusieurs pays différents, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Allemands, il y a des... je sais plus, je crois qu'il y a encore d'autres trucs, il y a peut-être un Polonais ou un Russe ou un truc dans ce genre-là. Et en fait, c'est bizarrement foutu parce qu'il y a des fois où ils se comprennent tous et des fois où ils se comprennent pas du tout, et c'est en fonction de ce qui arrange le script, etc., etc. C'est beaucoup plus barré, mais justement à cause de l'explication, en fait, c'est pas intéressant que ce soit barré. Enfin, c'est très décevant, c'est dark en moins bien, dans tous les points. Assez laborieux pour moi d'arriver jusqu'au bout de la série. Donc, je peux pas dire que je vous la conseille énormément, hein, franchement. On va passer à la suivante, et celle-ci pour le coup j'en ai déjà parlé. Numéro 3. Speak freely. The Book of Boba Fett, qui déjà a un titre qui est pourri parce que c'est pas The Book of Boba Fett, c'est The Mandalorian saison 2.5, pour 2 épisodes seulement sur 8, mais quand même, ou sur 6, je sais plus. Vraiment, l'histoire ne sert à rien, et en plus c'est débile, tu te dis, il y a des gens qui vont prendre Mandalorian saison 3, qui ont pas vu The Book of Boba Fett, et qui du coup vont se demander, mais pourquoi il est là, Grogu, il était parti à la fin de la saison d'avant, etc. C'est complètement con d'avoir mis cet événement là-dedans. Tu sens que c'est une tentative marketing d'intéresser les gens à Book of Boba Fett, t'es obligé de le regarder parce qu'il y a un épisode de Mandalorian que t'aimes bien dedans. Mais c'est raté quoi, c'est raté à 200%. La série était chiante au possible, la narration était éclatée complètement et sans aucune raison, ça ne servait à rien. C'était cheap, le personnage n'est pas Boba Fett. C'est un chasseur de primes qui ne tue personne, qui ne veut torturer personne, qui ne capture personne, qui veut faire les choses correctement et dans les règles et c'est absurde, c'est complètement absurde. Ce personnage n'a rien à voir avec Boba Fett.
Et pourtant, j'aime pas la mystique autour de Boba Fett parce que c'est un personnage qui est vide et il y a jamais rien eu autour de lui. Il a eu 3 répliques dans la saga originale et c'est tout, quoi. Et une apparition dans le Holiday Special en dessin animé. Et c'est vraiment la limite de l'influence de Boba Fett dans Star Wars. Mais alors clairement, même en l'aimant pas et avec un personnage peu développé, ça c'est pas Boba Fett. Ça n'est pas Boba Fett. C'est pas possible. Donc c'était nul à chier. Et d'ailleurs, la série d'ensuite, c'est un peu la continuité de ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire en plus sur Boba Fett, surtout qu'il y a déjà un vlog. Donc numéro 2. Obi-Wan Kenobi. Je sais même pas s'il y a besoin d'aller un peu plus loin, parce que déjà dans le vlog, j'étais en mode dépressif et je savais même pas si ça servait à quelque chose de dire quoi que ce soit sur la qualité du truc. C'était la pire idée possible. Tu te concentrais sur Obi-Wan, évidemment, fallait parler de Luke et il parle de Leia, avec une histoire qui n'a aucun sens, des événements qui n'ont aucun sens, l'enlèvement de Leia qui est le truc le plus ridicule du monde, avec des gens adultes qui ont du mal à capter une gamine dans une petite forêt qui court à petite foulée, le Obi-Wan qui se trompe de nom à un moment quand ils sont à côté de Stormtrooper et qu'il l'appelle Leia alors que c'est lui qui lui a dit qu'il allait l'appeler autrement et pas Leia parce que sinon ils allaient se faire repérer, etc., etc. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Surtout quand t'as un Jedi qui, par définition, a appris à se contrôler et à faire attention à ce qu'il dit, etc., etc. La méchante était nulle parce que tu savais depuis le début que ça allait pas rester une méchante. Ça n'a rien à voir avec l'actrice, cela dit au passage, mais la méchante était nulle. Donc voilà, c'était tout ce qu'il fallait pas faire en fait, Obi-Wan Kenobi. C'était vraiment tout ce qu'il fallait pas faire et mal fait. Donc ça peut pas finir autrement qu'en deuxième position d'un flop de l'année. Mais la pire série que j'ai regardée cette année, et une des pires séries de ma vie, toute catégorie confondue, c'est... Where are you taking us? Home. Star Trek Picard, saison 2. Et là aussi, il y a déjà eu un vlog, donc ça sert même pas à grand chose de faire un retour en détail, mais c'est tellement mal écrit, tellement incohérent avec la saga d'origine, ça raconte tellement n'importe quoi, les personnages sont pas intéressants, l'intrigue est débile, la conclusion est stupide, c'est l'un des pires produits Star Trek que j'ai jamais vu de ma vie. Aucun produit Star Trek ne peut être critiqué avec la saison 2 de Picard qui existe. Vraiment quoi, même le pire truc de Star Trek, c'est pas aussi mauvais que Star Trek Picard saison 2. C'est l'une des séries les plus mal écrites que j'ai vues de ma vie. Vous pouvez le voir, il y a un vlog de 1 heure et quelques que j'ai fait dessus, donc si vous voulez des détails, vous allez là-dedans. Mais voilà quoi, on va terminer là-dessus, c'est la pire chose que j'ai vue en niveau série, Star Trek notamment. Mais j'ai envie de dire série en général quoi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, ils l'ont fait. Avec en plus, le pire du truc, c'est que c'était l'occasion de se construire ce scénario parce que c'est une série fauchée. Parce que c'était la série Star Trek qui se déroule dans le monde normal avec un voyage dans le temps, etc. quoi, donc notre monde contemporain. Donc du coup, c'est des séries, normalement, tu peux au moins essayer de faire un scénario plus ou moins captivant, parce que tu sais qu'au moins, que financièrement, ça va rien te coûter, quoi. Et non, ils ont tout raté, quoi. Mauvais, mauvais, mauvais. Voilà. Ça, c'était pour les flops. Ça a pas duré longtemps, hein. Pour le coup, ça fait même pas 5 minutes. On va donc commencer la section rattrapage, et on finira, du coup, avec les meilleures séries. Et on va commencer, du coup, les rattrapages dans l'ordre de qualité. Donc on démarre avec des séries qui sont plutôt bof, qui sont pas spécialement intéressantes, ça se regarde jusqu'au bout, mais c'est tout quoi. Et donc il y en a beaucoup dont je n'ai pas parlé, notamment dans cette... En fait je n'ai parlé d'aucune dans cette catégorie. La première, ça va être Archive 81. Tout le monde m'en a parlé au début de l'année en disant faut que tu regardes, c'est absolument génial, c'est un thriller un peu horreur, et c'est basé sur les technologies de cinéma, c'est basé sur les bandes et la restauration de bandes, des trucs dans ce genre-là. Non. C'est-à-dire que l'histoire de base, c'est qu'il y a un mec qui doit regarder des cassettes vidéo, et qui en regardant ces cassettes vidéo, se révèle quelque chose d'étrange, criminel et potentiellement fantasmagorique, fantastique. Fantasmagorique, je crois que ça collait pas du tout, mais c'est pas grave. Il découvre qu'il y a un truc étrange qui s'est passé, quoi. Et le côté, c'est basé sur la restauration de format, etc. Vous me vendez un truc comme ça, moi je vois un truc genre on va recoller des petits morceaux de film 35 mm sur une page collante pour essayer de recomposer l'image de base et puis ensuite on va la scanner pour essayer de récupérer des images et en récupérant ces images on va avoir des indices qui vont nous permettre de savoir quel truc. J'imagine des tonnes de formats différents, une exploration de tous les ratios qui ont existé dans le cinéma, avec des images qui sont dans plein de ratios différents et dont on peut exploiter les capacités, parce qu'il y avait plein je parle de ratios, de formats
format de pellicule, de support de captation, entre le 17,5 mm qui a existé pendant un moment, qui est plus gros que le 16 mm, et le 16 mm, le 8 mm, les trucs dans ce genre-là, des formats particuliers. Enfin, t'aurais pu faire un truc énorme en basant un truc sur... On a plein de sources vidéo disparates, il faut qu'on essaye de les récupérer, etc., et de les restaurer. Le maximum de restauration qui ait lieu dans ce film, c'est qu'avant de passer une bande, le mec fait défiler la bande manuellement, avec un coton-tige, avec de l'alcool isopropyl ou un truc dans ce genre-là, pour nettoyer la bande. Et c'est tout! C'est tout ce qu'il y a dans l'aspect restauration de film, format de vidéo et trucs dans ce genre-là, quoi. Donc, quand les gens ont dit que ça se basait là-dessus et que j'ai vu ça au final, j'ai fait... Mais c'est nul à chier, je m'en bats les couilles, c'est ça votre truc lié aux images de cinéma et aux trucs dans ce genre-là, c'est à un moment on passe un coton-tige sur une bande et ça la restaure. En plus c'est ça le truc, quand on parle de restauration de bande, ça s'appelle du nettoyage de bande, juste passer le coton-tige dessus. Et la restauration, il y a tout un processus, il y a tout un tas de trucs qui pourraient être intéressants justement. En plus justement, tu pourrais jouer sur le côté intelligence artificielle, parce que parfois il faut qu'on essaye de reconstruire des images avec des trucs manquants. Généralement on le fait avec une image qui précède de la frame d'avant, mais parfois on n'a pas l'image de la frame d'avant, et donc on peut avoir des trucs qui manquent, et il faut parfois les reconstituer, et on pourrait du coup avoir des trucs surnaturels qui sont reconstitués par l'IA, et tu te demandes est-ce que c'est parce que c'est une IA, ou est-ce qu'il y a vraiment un truc surnaturel qui a eu lieu, quoi, et qui a été capté par l'image. Non, c'est rien de tout ça, c'était chiant comme la mort. Parce que c'est un huis clos, c'est un mec qui est enfermé dans une grosse baraque, et qui doit regarder des bandes, et en fait sur les bandes il se passe des trucs un peu différents, c'est l'histoire d'un immeuble ou un genre là avant un incendie. Mais c'est chiant comme la mort aussi, quoi. Je veux dire, il se passe rien de spécial avec ces gens-là avant le truc, donc ça met 3 plombs avant d'avancer à quelque chose. Ah, c'était très énervant quand même. C'était pas pire que le reste de ce que j'ai mis, mais c'était pas très fascinant. Pour vous dire, Star Trek Lower Decks et 1899 sont dans la même catégorie que cette série-là. Et toutes les séries dont je vais parler là sont dans cette catégorie-là. Je vous préviendrai quand on change de catégorie. Donc voilà pour ce qui est de Archive 81. Franchement, moi ça m'a pas passionné. Alors si vous êtes plus intéressé par l'enquête elle-même que par le côté vidéo, essayez peut-être. Mais alors moi j'ai trouvé ça nul. Puis ça s'appelle Archive 81, donc ça devrait être centré sur les archives. Ensuite, nous avons Werewolf by Night. Marvel a décidé cette année de se lancer dans des specials, donc des téléfilms grosso modo, hein, pour célébrer certaines occasions, et Werewolf by Night c'était leur special d'Halloween. Et on a aussi eu le special de Noël avec Les Gardiens des Galaxies qui est sorti il y a peu de temps là, puisque c'était Noël il y a peu de temps, et la fin d'année réalisé par James Gunn. Werewolf by Night c'est celui qui est réalisé par Michael Giacchino, le compositeur de musique, qui est très bon, qui a fait la musique de Rogue One par exemple. Et il vient là, du coup, faire de la réalisation, inspiré du Marvel côté monstres et horreur. Ils ont une section spécialement sur les monstres et l'horreur, il me semble. Adaptation à laquelle Giacchino a donné la forme des films de monstres à la Universal, donc tout ce qui est Dracula, la momie, la fiancée de Frankenstein, les trucs dans ce genre-là, et Frankenstein lui-même, etc., etc. Le premier Cinematic Universe, c'est pour ça que Universal a voulu recréer un Cinematic Universe en commençant par la momie avec Tom Cruise, c'est parce que c'est eux qui à la base ont créé le Cinematic Universe avec les univers connectés de leurs films d'horreur de l'époque. Et donc c'est toute une spéciale où c'est en fait des chasseurs de monstres qui se retrouvent pendant une nuit où ils doivent faire un concours, trouver la créature à buter, et quand ils l'auront buté, ils récupéreront l'artefact spécial, le MacGuffin absolu. Le personnage principal est joué par Gael Garcia Bernal, et en fait j'ai pas trop aimé parce que au niveau du style c'est très cool, et effectivement au niveau du style ça reproduit les décors de l'époque, les lumières de l'époque, les transitions, les effets spéciaux même de l'époque, des trucs dans ce genre là, c'est en format scope, ce qui colle pas à l'époque c'était du 1.33. Mais c'est vrai qu'il y a un effort au niveau du style qui est vachement cool et qui est vachement intéressant, et il reproduit très très bien du coup le style de l'époque. Et niveau musique, je pense que lui en plus, il a dû bien s'amuser à reproduire aussi les musiques de l'époque, et c'est vrai que du coup c'est pas mal quoi, ça passe plutôt bien. Mais c'est pas non plus fascinant, et ce qui m'a énervé c'est que c'est du Marvel, c'est-à-dire qu'il te présente un truc qui peut être super cool et il l'exploite pas correctement. Et là typiquement c'est ça, parce que en gros au final à la fin c'est pour dire qu'en fait les monstres ils sont pas bien méchants, et qu'en fait le pire dans les monstres c'est les chasseurs de monstres et pas les monstres. Ce qui fait très aussi SJW actuel, quoi. C'est en fait les vrais monstres, c'est ceux qui les chassent, etc. Et tu fais putain les gars, au bout d'un moment c'est évidemment si vous oubliez tout le temps que le principe d'un monstre c'est de tuer les gens et de les bouffer ou tout genre les ogres et tout genre là. Oui c'est sûr que les chasseurs de monstres ils ont l'air plus méchants, mais faut quand même faire une grosse impasse sur une bonne partie de leur truc. C'était pas méchant, ça dure même pas 1 heure parce que c'est un téléfilm un peu plus long qu'un épisode normal 45 minutes, mais bon c'est pas monstrueux non plus. C'était pas méchant, ça a fait de mal à personne, c'était pas méchant. Par contre, ça m'a pas intéressé, donc j'ai même pas regardé le spécial de Noël par exemple. D'autant que c'est James Gunn, Les Gardiens des Galaxies, et c'est le style que j'aime pas. Film de Noël en plus, c'est pas vraiment ce qui me fascine le plus. Je rappelle à tout le monde que Die Hard n'est pas un film de Noël. Et nous allons passer à la série suivante, She-Hulk.
qui s'est mangé énormément de merde dans la gueule, mais pas de ma part. Parce que, honnêtement, je comprends parfaitement ce qu'il essaye de faire. Le truc, c'est que tu comprends avec la phase 4 que Kevin Feige s'est dit « Les comics parlent de tout et n'importe quoi. Donc faut qu'on puisse faire des films qui parlent de tout et n'importe quoi. Dans les films Marvel, il devrait pas y avoir que du super-héros qui t'assène la gueule, il devrait y avoir de l'horreur comme avec Werewolf by Night, il devrait y avoir un truc plus pour les femmes, par exemple, il devrait y avoir un truc plus pour les jeunes, un truc plus pour les adultes, un truc plus pour machin. C'est ça que j'aimais bien en fait, le Marvel Cinematic Universe jusque-là me fait chier parce que c'est toujours la même soupe moyenne. Et dans la phase 4, enfin, on s'est dit, on peut peut-être faire autre chose que la même soupe en fait, on peut peut-être faire un truc un petit peu différent. Et She-Hulk, typiquement, c'est une petite comédie légère, basée en principe sur des questions de procès et de trucs légaux, mais c'est plus une question de vivre la vie de cette avocate dans sa vie de tous les jours. Petit côté Daredevil, mais plus parodie. Daredevil apparaît là-dedans, c'est pour ça que j'y pense. Clairement, la série est pas extraordinaire. On peut à peine dire qu'elle est bonne. Mais ça se regarde tout à fait correctement, quoi. Enfin, j'ai pas compris pourquoi s'il y avait un tel énervement autour de cette série She-Hulk. Parce que je comprenais ce qu'elle essayait de faire. Elle essayait de faire une série qui était plus fun, sur des petits trucs un peu quotidiens, des petites blagues un peu légères, sans avoir forcément une histoire de super-héros monstrueuse derrière. Et c'est ça le truc, c'est que toutes les semaines, les gens étaient là, putain, y a pas eu d'action, putain, y a pas eu de machin, putain, y a pas eu de super-héros, etc. Je fais, mais on s'en fout au bout d'un moment. Peu importe. Bon, alors c'est mieux quand c'est Miss Marvel et que l'histoire est vachement fascinante par rapport au truc, mais avec She-Hulk, ça passe, quoi. Et puis, tous les délires, tout le monde s'énervait de son côté. En principe, c'était censé être une icône féministe, mais elle fait un booty shake à un moment, il y a plein de gens qui sont venus dire putain, elle fait un booty shake, donc elle se comporte comme une pute au bureau, etc. Et tu fais, mais mon dieu, une femme peut même pas secouer son cul tranquillement, et en plus vous comprenez même pas le message du truc, parce que justement on essaie de dire que si t'es une femme féministe qui prend le contrôle, qui essaie de gérer sa vie correctement, justement, si t'as envie de te sexualiser 5 secondes dans ton bureau à faire un machin, comment ça s'appelle déjà? C'est pas un booty shake, mais enfin bon bref. T'as le droit de faire ça dans ton bureau si t'as envie avec ta pote, quoi. Vous avez le droit de vous amuser à vous sexualiser entre vous, comme ça, juste pour le fun. Enfin, c'est justement ça, une femme libre. Elle a le droit de s'exprimer sexuellement si elle le veut. Moi, ça m'a fait marrer. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait marrer dans She-Hulk. Alors, j'admets, le plus mauvais, c'est toujours les parties légales. C'est les parties procès. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est, tu sens le côté zéro budget du truc. Outre les remarques qu'il y a à la fin par cette entité, tu vois qu'il n'y a pas de budget parce que c'est la même cour de justice dans absolument tous les épisodes et elle lui pourrit, quoi. C'est vraiment, tu sens le truc en contreplaqué avec juste un carré de 30 mètres carrés avec une barre, enfin les bureaux ici, des fauteuils pour le danse derrière, et c'est la même salle dans chaque truc et tu fais ah non, là c'est vraiment mauvais. Surtout que quand tu sais un petit peu les dramas judiciaires qui existent sur New York, il y a les salles d'audience à New York, elles ont toujours un côté particulièrement marquant, quoi. Ne serait-ce qu'historiquement, par exemple. Donc voilà, ça se voyait qu'il n'y avait pas de budget, mais je trouvais ça plutôt cool. J'ai aimé le délire qu'ils se sont tapés dans le climax, par exemple. Je trouvais que ça marchait plutôt bien. J'aimais bien le fait de finir cette série comme ça, quoi, de finir sur un truc un peu surprenant et non pas sur un gros truc climax action. Après tout, vous avez quand même cassé les couilles avec WandaVision en me disant putain, il y avait un climax avec de l'action et des effets spéciaux à la fin et donc c'était nul, et maintenant il y a She-Hulk et c'est nul parce qu'il n'y a pas de climax avec des effets spéciaux à la fin et une grosse baston. Faut savoir ce que vous voulez à un moment, bordel, merde. C'est pour ça que je dis, ça énerve tout le monde des deux côtés de politique et des deux côtés de tout, quoi. C'est bon, bref. She-Hulk, je trouve que ça passe. Voilà, c'est pas du tout la meilleure série de l'année, elle est dans la même catégorie que celle dont je vous ai parlé avant, mais ça passait, c'était pas monstrueux. Un peu dans le même genre, il y a une série qui est sortie qui s'appelle The Woman in the House Across the Street from the Woman at the Window, un truc dans ce genre-là. C'est une parodie d'un style qui se fait de plus en plus, qui est les femmes qui sont témoins d'un crime ou de quelque chose qui leur paraît louche dans la rue, enfin dans l'appartement d'en face ou dans l'immeuble d'à côté ou un truc dans ce genre-là, du dessus, et qui vont enquêter pendant tout le film. C'est un petit peu Fenêtre sur cour de Hitchcock, mais spécifiquement avec des femmes, et notamment ça ressemble beaucoup à celui qui était sorti avec Amy Adams qui s'appelait The Woman at the Window, je crois, et donc c'est un peu ce titre-là qui est parodié par le truc. C'est avec Kristen Bell dans le rôle principal, et c'est une nana qui est chez elle, qui évidemment a une sorte de semi-dépression, qui donc boit de l'alcool tous les jours, et ils lui ont fait elle a un verre de vin, vous savez les verres de vin qui peuvent contenir une bouteille de vin entière. Tu vides toute la bouteille de vin dans le truc et le verre est rempli jusqu'au bout, et en fait voilà, elle boit comme ça. Et un soir, pendant qu'elle cuve son vin, elle voit dans la fenêtre de la maison d'en face sa voisine se faire agresser, et donc pendant tout le truc elle pense qu'il y a eu une agression et elle essaie d'enquêter, mais c'est tourné de façon plus comique.
J'ai eu un souci, c'est qu'en fait, on m'a mis au courant d'une des blagues les plus drôles qu'il y a eu dans l'épisode 3, avant de voir le truc. Et en fait, j'avais cette blague en tête, et du coup je m'attendais à ce que tout le reste soit du niveau de cette blague-là, et en fait c'était pas du niveau de cette blague-là, c'était beaucoup moins intéressant. Il y a tout un truc par rapport au passé de l'héroïne, notamment par rapport à sa famille. Il y a un truc particulier qui est révélé dans l'épisode 3, et c'est très très drôle, mais c'est la seule grosse bonne blague de la série. Pour le reste, c'est de la petite parodie. C'est léger, c'est sympathique. Pour les gens qui s'y connaissent un peu au cinéma des années 90-2000, c'est le Scary Scream Movie par rapport à un Scary Movie. Vous voyez ce que je veux dire? Scary Scream Movie, c'était pour ceux qui ne savent pas. Donc il y a eu Scream qui est sorti à un moment, il y a eu Scary Movie qui est sorti, qui était un des titres à la base, qui aurait dû avoir Scream. Ça aurait dû s'appeler Scary Movie, et donc Scary Movie c'était la parodie de Scream, et d'autres films d'horreur. Et ça a lancé toute la mode des parodies à ce moment-là, et il y a un moment où on a fait Scary Scream Movie, parce que c'était genre la parodie de la parodie du film. C'était la parodie de Scary Movie, enfin bon bref. Et en fait c'est ça quoi, The Woman Across the House, etc. Pareil avec les traits rallonges, c'est ça, c'est la parodie de la parodie, et tu sens qu'on est à tellement de niveaux en dessous de l'humour que c'est même plus vraiment rigolo en fait. Et enfin, la dernière série dans cette catégorie, dont tout le monde a parlé, je sens que je vais me faire défoncer la gueule pour l'avoir mis dans une catégorie quelconque, proche des flops, c'est Severance. L'idée de la série à la base est pas mal, c'est qu'il y a une entreprise dans laquelle tu es engagé, et quand tu arrives au boulot le matin, il y a une puce dans ta tête qui retire absolument tous tes souvenirs. Ce qui veut dire que tu n'es plus qu'une personnalité sans souvenirs. Par exemple, il y a une nana qui est engagée dans cette boîte-là, et qui en apprenant le concept dit « je veux absolument me barrer ». Et en fait, son elle normal, son elle de hors du boulot, a fait une vidéo et lui a dit « mais meuf, c'est moi qui décide, c'est mon corps, et je décide que tu allais bosser dans ce truc-là, donc tu vas bosser dans ce truc-là ». Il y a tout un commentaire fait là-dessus, mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça fascinant. J'aimais bien les décors qui étaient très cool et épurés et très simplistes. J'aime beaucoup certains des acteurs, mais je vous avoue que ça m'a pas passionné en fait. C'est ça. Je suis pas rentré dans la série. C'était pas désagréable à regarder, mais ça m'a pas passionné du tout. J'enchaînais les épisodes en me disant bon alors vous allez nous ramener certaines révélations par rapport à tel personnage, par rapport à tel machin, etc. Parce que j'attends en fait, mais le reste ça m'intéresse pas, ça me capte pas, ça m'ennuie. Et le commentaire me parle pas. Donc voilà, ça c'était pour moi dans les séries qui étaient bof, on va dire. Un cran au-dessus. C'est là que nous avons par exemple la série Moon Knight de Marvel et la série Love Victor. Si vous avez vu mes avis, c'est des séries sur lesquelles je suis très partagé parce que je suis ni tout à fait pour ni tout à fait contre. Et il y a une autre série qui est dans cette catégorie-là, et ensuite on changera de nouveau de catégorie. C'est la série Resident Evil de Netflix. Parce qu'en fait, fondamentalement, je vois ce qui va pas dans la série. Je suis d'accord avec tout le monde, c'est la partie qui est dans l'époque actuelle, avec la gamine qui, du coup, doit essayer de s'en sortir. Mais en fait, j'ai la sensation que plein de gens qui ont fait cette critique n'ont vu que les 2-3 premiers épisodes. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, c'est genre, en gros, c'est une série teenage dans un lycée, et puis de temps en temps, ça se rappelle qu'il y a des zombies. C'est pas du tout ça. Quand on me dit ça, moi je m'attends vraiment à des trucs genre Love Victor, quoi. Genre, tu passes ta journée au bahut, à la voir interagir avec les gens, etc. C'est pas du tout le principe de la série. C'est que, au début, du coup, effectivement, elle arrive au lycée. Il y a peut-être un jour comme ça où ça se passe à l'école et il y a quelques trucs, mais le reste c'est que les questions de putain qu'est-ce qu'il fait notre père, parce que leur père c'est Albert Wesker, il y a eu tout un tas de trucs, bon bref. Qu'est-ce qu'il fout notre père, c'est quoi cette ville d'Umbrella, qu'est-ce qu'il développe dans le laboratoire, qu'est-ce que machin, comment est-ce qu'on peut essayer d'enquêter sans trop se faire repérer, etc. Enfin pour moi c'était pas du tout aussi teenage qu'on le disait quoi, et du coup c'est pour ça que la série est même pas trop mal classée dans mon classement, sans être non plus dans la série que j'aime vraiment bien. Mais j'ai pas trouvé que c'était si mauvais que ça, parce que honnêtement ça passait pas trop mal. Il y a certains événements particuliers qui sont moins faciles à apprécier et à regarder que d'autres. Genre le moment où t'as la patronne d'Umbrella qui se met à faire une chorégraphie à tout aborder, pour une raison qui sera expliquée dans la série. Mais honnêtement je trouvais que ça passait plutôt bien. Et notamment je trouvais que ce qui passait bien c'était l'autre moitié de la série, la moitié qui se passait dans le futur. Enfin, pendant l'invasion zombie quoi. Parce que là, pour le coup, je trouvais que c'était vachement bien foutu. Il y a quasiment toutes les créatures classiques de Resident Evil qui débarquent. Il y a les araignées géantes, il y a les chiens, il y a les oiseaux, il me semble aussi. Les zombies de base, il y a le crocodile géant. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça qui débarquent dans la série. La grosse chenille aussi, ou la grosse limace, je sais pas dans quel jeu il est celui-là pour le coup. Ça doit être après le 4 parce que je me souviens pas de ce monstre. Pour moi, une très très bonne version de Resident Evil. Jusqu'à un certain point. Notamment à partir du moment où elle arrive dans le navire. Où elle prend toutes les décisions les plus
connes possibles pour foutre la merde, quoi. C'est le navire qui est parfaitement isolé et sur lequel tu fais des enquêtes sur les zombies, donc t'as tout un tas de trucs qui sont faits pour enquêter sur les zombies, et la meuf, elle décide d'aller pêcher un zombie toute seule, la nuit, sans aucune surveillance, sans aucune protection. Elle fait débarquer sa fille dans la salle de test, qui n'est pas recouverte d'un truc pour ne pas être détectée par le zombie, ce qu'elle aurait pu faire justement pour la protéger, tester voir si le truc marchait. Et du coup, évidemment, le zombie devient dingue, il fait courser sa fille, il se met à buter des gens sur le bateau. Enfin, elle a eu vraiment le comportement de la conne absolue du film d'horreur. C'est assez dingue. Mais pour le reste de la série, j'ai trouvé que ça se regardait. C'était pas si désagréable que ça, et c'était quand même plutôt proche de ce qu'était Resident Evil. Alors après, tout le truc autour d'Albert Wesker, c'est un peu particulier. On sait qu'il y a des questions de clonage et de trucs dans ce genre-là dans Resident Evil, donc voilà, mais là quand même c'est spécial. Le gang des Wesker, c'était un peu étrange et ça virait un peu trop vers la parodie quand même. On va passer maintenant à la catégorie des séries que j'ai trouvé quand même plutôt cool. Malheureusement, il y a certaines mauvaises nouvelles dans ce truc-là, notamment pour la première, Raised by Wolves, saison 2. Donc la fameuse série qui a été lancée par Ridley Scott. Déjà que la première était cool, mais la 2 est vachement bonne. Il y a plus de personnages, donc c'est un petit peu moins posé et silencieux qu'avant. Ils vont tomber sur des camps survivants des athées, du coup, parce que pour ceux qui savent pas, Raised by Wolves, c'est une planète sur laquelle des athées et des religieux qui étaient en conflit pendant des années se crachent tous les deux, et du coup, il y en a un qui veut qu'il n'y ait plus jamais de religion et l'autre qui veut qu'il n'y ait plus jamais d'athéisme, et ils sont en conflit là-dessus. Donc ils tombent sur un camp de survivants et il y a tout un tas de trucs qui se développent. On découvre d'autres trucs qui rendent encore plus étrange l'évolution, on découvre d'autres robots par exemple. C'était assez intriguant et il y avait à nouveau des trucs intéressants qui étaient annoncés dans cette saison, dans cette série, mais ça fait partie des séries que HBO Max a sacrifiées avec son rachat avec Discovery. Il y a des tonnes de films et de séries qui viennent de disparaître totalement d'HBO Max et qui du coup n'existent plus. Vous ne pouvez plus les trouver. Pour moi, depuis le début de la VOD, on vous met en garde contre ce genre de truc. Avec la VOD, vous n'avez le contrôle sur rien. Vous pouvez payer votre abonnement pendant des mois et des machins, vous pouvez acheter des choses en ligne. S'il y a un problème, un moment ou un autre avec le distributeur, vous perdez tout ce que vous avez, quoi. Le DVD que vous avez acheté, vous l'avez toujours quand le distributeur se casse la gueule. C'était un petit coup dur quand même. Et c'est pour ça que j'ai pas parlé de la saison 2, c'est parce que le truc c'est que je l'avais mise de côté pour la regarder, et en fait le temps que je la regarde, ils avaient déjà annoncé qu'elle sortirait pas, qu'il y aura pas de saison 3. Donc du coup j'ai regardé le truc en sachant que ça allait s'arrêter comme ça, mais du coup c'est dommage parce que la série était vraiment pas mal, quoi. Donc c'est con. C'est très con. Celle-ci, beaucoup de gens m'ont demandé d'en parler pendant des années et j'en ai jamais parlé, donc ça va être l'occasion. Dans ma catégorie des séries qui sont vraiment cool, il y a For All Mankind. Saison 3. Et spécifiquement saison 3. Le truc en fait, c'est que j'ai une dent contre For All Mankind. Parce que l'idée, si vous ne la connaissez pas, c'est que c'est une uchronie. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait jamais arrêté l'exploration spatiale, s'il n'y avait pas eu la fin de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, et si du coup on avait toujours eu ce conflit pour essayer d'aller dans l'espace, retourner sur la Lune, installer des colonies sur la Lune, se battre pour les territoires lunaires, etc., etc. Et maintenant on est arrivé à Mars. Du coup, dans saison 3, on a une course pour arriver jusque Mars, avec d'un côté une sorte d'Elon Musk, les États-Unis, la Russie, et puis il y a peut-être même encore d'autres personnes dans le truc. Et en fait, j'ai un problème avec For All Mankind. Pour moi, c'est la première bonne saison de For All Mankind. Le concept a toujours été cool, mais les 2 saisons d'avant étaient pourries. Pourquoi ? Parce que pour faire tous les trucs qui sont dans l'espace, que ce soit la station Mir, les vaisseaux, les bases lunaires, les trucs dans ce genre-là, ça coûte cher. C'est pas du décor préexistant, tu peux pas trouver ça quelque part, donc faut le construire, avec des trucs qui ont l'air SF, donc il faut que tu mettes plein de lumière, plein de trucs électriques, plein de machins, etc. C'est des décors qui sont assez laborieux à créer, c'est pas juste du placo peint, c'est vraiment, il faut faire tout un tas de trucs. Et notamment, ça demande beaucoup d'effets spéciaux également. Et donc en fait, pour pouvoir proposer les passages dans l'espace, ils remplissent 80% de la série de scénarios, de soap, de telenovelas à la mexicaine, des trucs dans ce genre-là, quoi. C'était insupportable. Les histoires de coucherie du mec principal qui est une sorte d'Armstrong avec sa femme qui couche avec tel mec et puis ensuite qui couche avec le gamin de la famille d'à côté, etc. Leur histoire d'adoption d'une nana vietnamienne si, je crois que c'est vietnamienne parce que c'est par rapport à la guerre du Vietnam, etc. Qui ne sert à rien complètement. L'adultère d'ailleurs entre la mère et le gamin d'à côté. Enfin
Pareil, ça ne sert absolument à rien dans l'histoire. Il y a toute une histoire par rapport à une jeune émigrée mexicaine. Et pendant toute la saison 1, je me suis dit, mais ça sert à quoi qu'on nous raconte l'histoire de cette jeune gamine mexicaine? Bah parce qu'en saison 2, elle va arriver à la NASA. Tu fais, ah oui, d'accord. Et donc, du coup, son parcours, dire qu'elle vient du Mexique, c'était pour nous vendre quoi sur le personnage? Rien. Rien du tout. T'as fait tout un truc pour te dire, toute une saison pour te montrer une gamine qui vient du Mexique, qui va finir par arriver à la NASA, et quand une fois qu'elle est à la NASA, le fait qu'elle vienne du Mexique, bah ça ne change absolument rien à sa vie, ça ne change absolument rien à quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que ça a apporté au personnage, je ne sais pas du coup ce que ça a apporté à l'histoire. Y a un personnage que j'aimais beaucoup, c'est la pilote. Elle, j'ai toujours trouvé qu'elle était fascinante, et son évolution d'ailleurs au fur et à mesure des saisons était assez intéressante. Mais sinon, j'ai toujours détesté toutes les histoires personnel qui était raconté. En fait, je supportais pas de passer 80 minutes à voir les petites engueulades de couple basiques, alors qu'on pourrait te parler de l'exploration spatiale et de la Lune et tout le bordel, quoi. C'est ça qui m'a... Enfin, c'est tellement bas de plafond, enfin, c'est tellement terre à terre de parler de ça dans une série qui parle d'une uchronie sur l'exploration spatiale, quoi. Enfin, c'est pas du tout pour ça que tu regardes le truc. Donc en fait, j'ai détesté tout l'aspect de toute l'histoire qui ne concernait pas l'espace dans les 2 saisons d'avant, et donc pour moi les 2 saisons d'avant étaient pas bonnes. Et là en saison 3, d'un seul coup ils ont eu plus de budget, ou alors ils ont... c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de la série qui se déroule dans le même décor, donc du coup c'est pratique de pouvoir faire le truc, mais cette saga sur accéder à Mars et tous les problèmes qui se passent pendant le voyage, et tous les problèmes qui se passent une fois qu'ils y sont, etc., etc., là pour le coup c'était fascinant, et c'était au centre de l'histoire. C'était pas à côté parce qu'on n'avait pas le budget, c'était au centre. Et donc pour moi c'est la première bonne saison de For All Mankind qu'on a eue. J'espère du coup que pour la saison 4 ça va être aussi bon, parce que pour moi, ça met du temps à arriver là, quoi. Dans cette même catégorie, on a Stranger Things, saison 4. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de bilan et de à venir, Stranger Things, je les regarde et je les oublie aussi sec après. Pour moi, c'est vraiment pas des séries qui ont quoi que ce soit intéressant. J'ai rien à en dire en termes de mise en scène, en termes de... c'est laborieux parce que quand même, je trouve souvent des trucs à dire sur les trucs, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment du fast-food. Il y a rien de spécial dans ce truc. C'est juste que c'est confortable parce qu'il y a un côté nostalgique et tout le bordel. Et c'est pour ça que ça marche. Et les acteurs aussi sont sympathiques et attachants. Ils s'en sortent plutôt bien tous. Mais c'est vraiment, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans le truc. Et là, pour le coup, saison 4, il y avait des trucs un peu plus intéressants à cause de Vecna. Mais pour moi, enfin, ça a jamais été fascinant, Stranger Things. Donc bon, voilà, j'ai rien de spécial à dire en plus maintenant. Vraiment, c'est la série sur laquelle je n'ai rien à dire. Stranger Things, je les regarde, ça passe. Et une fois que l'épisode est fini, je l'ai oublié et je passe à autre chose. C'est pour remplir du temps, Stranger Things. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi ça avait autant marché, si ce n'est le côté, justement, doudou nostalgique. Dans cette catégorie, on a également Star Trek Prodigy, dont j'ai pas encore parlé jusque-là. C'est le premier Star Trek qui est vraiment orienté pour les enfants. Il y avait le The Animated Series, qui reprenait les personnages de la saison originale, Spock, Kirk et tout le bordel, mais en version animée, et qui était plus orienté pour les enfants, qui était plus fantasque et farfelu. Il y a des trucs, le premier holodeck, la chambre qui fait des hologrammes et qui peut reproduire des environnements, etc. Ça a été créé dans la série animée Star Trek à la base, qui était plus orienté pour les gamins. Star Trek Prodigy, c'est l'animation par ordinateur. Avec le problème habituel de ces séries animées par ordinateur, c'est qu'il y a souvent trop de contenu à faire en très peu de temps, et donc du coup t'as plein de plans où tu vois encore du vieil aliasing qui a mal été enlevé, il n'y a pas eu assez de passe sur le rendu du truc pour que ce soit parfaitement lisse, certaines textures qui passent pas très bien, etc., etc. Mais grosso modo, ça passe plutôt bien et l'histoire est assez fascinante. C'est en fait quasi une suite de Star Trek Voyager. C'est des jeunes gamins qui, sur une planète, tombent sur un vaisseau abandonné, et dans ce vaisseau, il y a un capitaine holographique de secours, qui était une idée qui vient de Voyager à cause du docteur qui était un docteur holographique dans Voyager, et c'est Janeway, Catherine Janeway, la première capitaine de Star Trek, la capitaine du vaisseau Voyager, qui est l'hologramme d'urgence dans le vaisseau. Et donc en fait, c'est des gamins qui tombent sur cet hologramme, et ça leur permet de fuir la planète sur laquelle ils sont retenus, qui est une sorte de planète colonie prison. Et ils vont du coup pouvoir s'échapper et apprendre les valeurs de Starfleet et apprendre à essayer de devenir ce que Starfleet et ce que la Fédération représente, avec tous leurs idéaux de contact, d'exploration, de découverte, etc., etc. Il y a un méchant principal qui passe plutôt bien, il y a Kate Mulgrew qui revient pour faire la voix de Catherine Janeway, il y a Chakotay qui revient aussi, qui est un autre personnage de la série, si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Et en fait, l'univers qui commence à se développer commence à être vachement intéressant. C'est un des Star Trek les plus originaux et créatifs que j'ai vu depuis Strange New World récemment, mais depuis les Star Trek de l'époque, quoi. De Discovery, par exemple, c'était pas créatif et ingénieux ou intéressant, quoi. Certains décors étaient cool, mais quand même, là, pour le coup, c'était plutôt sympa. Il y a tout un épisode où il débarque sur une planète sur laquelle il y a un vaisseau de l'époque de Star Trek, la série originale, qui s'est écrasé.
Et du coup, sur la planète, ils ont pas de technologie véritablement, mais ils ont pu voir toutes les vidéos. C'est un peu Galaxy Quest. Ils ont pu voir toutes les vidéos de tous les logs de Kirk. Et en fait, ils ont tous adapté. Enfin, ils ont créé toutes leurs sociétés par rapport au modèle de base proposé dans Star Trek, dans les logs, donc laissés par Kirk. Et donc ils ont toutes les valeurs de la Fédération, mais ils ont aussi les mimiques de tous les acteurs de la série originale. Il y a un mec qui parle comme Sulu, il y a un mec qui parle comme Kirk, il y a un mec qui parle comme Spock, etc. Il y a une nana qui parle comme Uhura. Donc c'est assez drôle, enfin il y a des idées comme ça qui sont parfois intéressantes. Et il y a tout un lore qui se développe par rapport au vaisseau qui s'appelle la Protostar, qui est plutôt pas mal. Donc ça passe, même si c'est une série qui est à la base pensée pour les enfants, honnêtement c'est plutôt cool. On a aussi d'ailleurs Discovery saison 4, mais bon ça j'ai déjà fait un vlog. Et dernière série de cette catégorie, on a And Just Like That. C'est la suite de Sex and the City, avec un nom différent sans doute pour montrer déjà le côté Legacy Sequel, mais aussi montrer que c'est un peu différent parce que du coup c'est la série où l'actrice qui joue Samantha a refusé de revenir. Tu sens vraiment que c'est la volonté d'amener Sex and the City dans l'époque moderne. Sex and the City ça a défini et ça a fait avancer son époque au niveau de la façon de parler du sexe et d'aborder le sexe en général à la télévision et dans certaines séries. Et là tu sens qu'ils font la série pour se remettre au goût du jour. Oh my god, she just blocked me on Instagram. Okay, she's a fucking bitch. Parce que, genre, Charlotte, elle a une gamine, et enfin, elle a deux gamines, et l'une de ces deux gamines se rend compte qu'elle se sent homme, et donc elle est transgenre. Et il y a Miranda, l'actrice, c'est Cynthia Nixon, je crois, est lesbienne. Et du coup, elle a décidé maintenant que ça y est, son personnage devait devenir comme elle, comme l'actrice. Et donc du coup, elle devient lesbienne. Elle se rend compte qu'elle est lesbienne. Et ça, c'est le seul petit truc qui m'a déplu dans cette série, c'est que ce pauvre Steve Brady s'en est pris plein la gueule, bordel de merde. C'était le mec le plus adorable, le plus touchant, le plus kawaii qui existait dans la série, attentionné, totalement amoureux et dévoué à Miranda. Premier film, il l'a trompé. Ça sort un peu de nulle part. Et là maintenant du coup dans celui-ci, en fait on l'a décrit comme le... Enfin, genre il est un sonotone donc il n'entend plus rien, il veut jamais rien faire, il est toujours tout mou, il est toujours machin, c'est déjà un vieux en fait, il est chiant, il est machin, il est pas intéressant, leur vie sexuelle est nulle, etc. Alors qu'avant c'était lui qui avait tout le temps envie de baiser, maintenant leur vie sexuelle est nulle. Et le pauvre mec, du coup maintenant il s'est fait virer et il a plus sa femme parce que sa femme maintenant elle est devenue lesbienne dans la série. Et ce pauvre mec a rien demandé quoi, c'est le mec le plus gentil du truc et il se prend tellement de trucs dans la gueule, c'est assez horrible. Il y a beaucoup de nouveaux personnages qui débarquent, tous de couleur, parce qu'à la base c'était quand même 4 meufs blanches, donc c'est vrai que par rapport à l'époque moderne ça le fait beaucoup moins quoi. L'idée de base est un peu trash aussi, parce que ça fout un peu en l'air le happy end de la série quoi, c'est-à-dire que le happy end de la série c'était que Carrie se marie enfin avec Big, et le début de Just Like That c'est qu'en fait Big il fait une crise cardiaque et il meurt, et elle se retrouve toute seule. Et je fais ma merde, quand même, on est à peu près tous assez attachés à Big, quoi. Ça fait beaucoup de bruit à l'époque quand c'est sorti, parce que beaucoup de gens s'étaient attachés à Big à l'époque. Et je sais pas combien de gens ont suivi la série jusqu'à la fin, parce que ensuite, c'est Carrie qui essaye de refaire sa vie, qui essaye de faire son deuil, qui essaye qui découvre du coup de nouvelles amies, qui essaye de faire des sorties, qui rencontre peut-être un mec ou deux, etc. Et du coup, ça fait un peu, comme disent les Américains, same old, quoi. C'est toujours la même rengaine. Mais honnêtement, ça passe plutôt bien, l'humour marche assez bien, il est assez drôle. Beaucoup des sujets de société qu'ils ont voulu traiter sont traités plutôt correctement, et c'était toujours assez drôle dans beaucoup de répliques, mais c'était pas non plus extraordinaire. Si c'était une des saisons de Sex and the City de base, ce serait une des plus oubliables. Mais ça passait, et puis moi j'aime bien Sex and the City, donc voilà, j'étais quand même content de les revoir. Là on arrive plus au top du panier. On a notamment la série Dahmer, donc la série qui suit donc ce serial killer qui est homosexuel et qui s'est attaqué à beaucoup de jeunes hommes, et quand je dis jeunes hommes, c'est jeunes hommes. Il y a certaines des victimes dans la série qu'on voit qui ont 12 ou 14 ans. C'est terrifiant comme série. C'est vraiment c'est cette fou en angoisse. Tu vois des trucs qui sont horribles. Par exemple, à cause de la vision qu'on avait de l'homosexualité à l'époque, certains flics voulaient pas trop s'approcher des homosexuels. Il y avait la peur du sida et plein de trucs dans ce genre-là. Et il y a toute une scène où tu vois un des mecs qui est sur le point de réussir à s'échapper. Et malheureusement, il tombe sur des flics qui veulent rien entendre, qui veulent pas avoir d'histoire d'homosexuel et de machin, qui trouvent ça sale et tout le bordel, et qui du coup le ramènent dans l'appartement de Dahmer, où il va finir par se faire buter. Et tu vois toute cette scène avancer, tu sais exactement ce que risque ce gamin, tu sais exactement, etc. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est que c'est une série qui comme c'est en plus une série et non pas un film, prend le temps de se poser et de te montrer l'avancée implacable du crime en fait.
tu vois une scène commencer et immédiatement tu commences à avoir des angoisses, tu commences à trouver la scène un peu particulière. Et le truc, c'est que la scène s'arrête jamais, et ça reste, et ça passe pas trop vite sur le truc, etc. Donc tu restes enfermé dans cette angoisse, dans cette sensation très étrange. Donc c'était assez dur à voir, mais c'était du coup une très bonne série. Il y a aussi c'était ce côté intéressant par rapport à une série que on peut se permettre du coup du temps pour explorer les victimes. En principe, quand tu fais un film sur un serial killer, tu te concentres avant tout sur le serial killer. Et là, du coup, tu peux te permettre de faire un épisode entier pour te montrer la vie d'une des victimes et te montrer que c'était une personne normale et qui vivait et te montrer quelle vie a été arrêtée quand Dahmer est tombé sur ce mec-là. Et ça, pour le coup, c'était vachement intéressant, voir aussi l'après, comment est-ce que les familles réagissent après le crime, après les procès, après les machins. Il y a tout un truc ensuite qui rejoint un petit peu la série Mindhunters, avec le profilage du FBI, les questions posées à Dahmer sur pourquoi, comment, etc., etc. Glaçant, fascinant en même temps, très bien réalisé et assez pertinent. J'ai entendu qu'il y avait des familles qui étaient pas contentes. Je sais pas si c'est parce que il y a quelques petits décalages, ou si vraiment on a complètement changé leur histoire pour faire un truc, mais j'avais l'impression quand même que ça respectait plutôt les victimes et les familles des victimes. Ça essaye de faire des épisodes spécifiquement sur elles, quoi. Après, ça reste une série, même si c'est pas un film et que on a plus de temps, tu veux pas non plus prendre chaque victime indépendamment l'une de l'autre, etc. Et je pense qu'il est possible qu'il y ait une des victimes sur lesquelles ils ont réuni les caractéristiques de plusieurs victimes différentes, un truc dans ce genre-là. Mais quand je vois la série, j'arrive pas à voir ce que ça pourrait faire de si honteux par rapport aux victimes et aux familles des victimes. Donc si vous savez, dites-le moi peut-être. Mais j'ai trouvé que c'était une très bonne série à suivre et que c'était assez fascinant et que c'était plutôt cool. On a également dans les très bonnes séries The Sandman de Warner, mais diffusée sur Netflix et adaptée d'une nouvelle de Neil Gaiman. L'histoire, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle The Sandman, qui est le marchand de sable et qui est donc en gros le maître des rêves, qui au début de la série se fait kidnapper suite à un rituel maléfique, ce qui provoque des troubles, notamment les gens ne peuvent plus rêver ou dormir, je crois. Je crois que c'est le rêve. Les gens peuvent plus rêver parce que du coup il est plus dans le royaume des rêves, etc. Et une fois qu'il est libéré, il a 3 artefacts qu'il doit retrouver, qui lui permettront de récupérer ses pouvoirs et de rebâtir le royaume des rêves qui s'est complètement effondré pendant qu'il était enfermé chez les humains. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est notamment la narration, parce que j'en peux tellement plus en fait des séries en sériel. J'en peux plus des séries avec juste une histoire qui se développe sur une saison complète, parfois sur plusieurs saisons. J'aimais beaucoup moi l'épisodique, le format t'as un épisode pour une semaine et puis à la fin on remet à zéro et puis on continue, etc. Alors oui, ça permet pas d'explorer en profondeur certaines questions, mais il y a des séries pour explorer en profondeur et des séries pour s'amuser de temps en temps dans la semaine, quoi. On n'est pas obligé de constamment faire la même chose. Et The Sandman, justement, c'est un mélange des deux. C'est du semi-épisodique et du semi-sériel. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est du sériel parce que c'est une seule histoire, mais c'est une seule histoire qui est découpée en plusieurs morceaux. Et chaque morceau est un petit peu différent des autres. C'est-à-dire qu'il y a un morceau qui va être sur le moment où Sandman est enfermé dans cette cave et comment est-ce qu'il fait sa vie pendant des années et des années avec... enfermé dans cette cloche de verre. T'as toute une partie qui va être la récupération du premier artefact, une autre partie qui va être la récupération du deuxième artefact, et t'as une troisième partie avec le troisième artefact et le qu'on s'appelle le Dream Vortex ou je sais pas trop quoi. Enfin, il y a tout un truc particulier par rapport à un personnage. Et en fait, ça c'était cool parce que du coup, tu restes pas constamment bloqué sur une seule idée. Tu peux avancer. Enfin, tu fais 3 épisodes sur une idée, puis 3 épisodes sur une idée, puis 3 épisodes sur une idée, et tu restes moins enfermé dans les mêmes trucs. Pour moi, le problème des séries en sériel complet, c'est que tu finis toujours par trop étirer, tu finis toujours par mettre trop de choses, et des trucs dont on se fout complètement, des dialogues qui pourraient complètement zapper, juste parce que t'as le temps de la raconter, puis ça fait du développement de personnage. Oui, mais au bout d'un moment, il y a du développement de personnage qui est pertinent, et du développement de personnage qui est juste regarder les personnages vivre, et c'est peut-être moins fascinant et intéressant, quoi. Et donc Sandman, du coup, j'ai bien aimé par rapport à ça. En plus, il y a des épisodes qui sont très différents. Il y a un épisode en plein milieu du premier cycle, on va dire, sur son premier artefact à récupérer, son premier MacGuffin, qui se passe en huis clos, dans un diner, avec un personnage qui, grâce à l'artefact du Sandman, peut manipuler la réalité et les désirs et concrétiser les rêves de certains couples, etc. Qui du coup enferme tout un tas de personnages dans un diner et les explore tous et les fait tous sombrer dans la folie et reboot le truc et réessaye des nouveaux trucs, etc. Et tout cet épisode comme ça est vachement fascinant en fait. Et c'était super cool et ça te permettait vraiment de rester dans l'histoire. Les personnages sont assez fascinants aussi. Il y a un personnage qui est joué par Daniel Felwis qui joue comment il s'appelle, celui qui se transforme en loup-garou dans Harry Potter, je sais plus comment il s'appelle, Lupin, c'est ça? Oui, je crois qu'il s'appelle comme ça, le professeur Lupin. Et il y a aussi d'ailleurs un dernier épisode bonus qui raconte une petite histoire, vraiment une histoire bonus, quoi. T'as une histoire par rapport aux rêves en général qui tourne autour des chats.
C'est tout un segment animé qui te parle des rêves des chats. Et il y a une deuxième partie juste après qui se concentre sur une muse, je crois, qui a été enfermée par un humain et que le Sandman doit essayer du coup de libérer. Il y a plusieurs récits différents et c'est ça qui était vachement intéressant. Après, je vous avoue que je me perds un peu dans la série. Je me souviens très bien du début. Et la deuxième partie, avec la reconstruction du monde des rêves, je me souviens un petit peu d'Abel et Caïn, et je me souviens du Dream Vortex du coup, et du gamin avec son rêve et son machin, et le cauchemar et tout le bordel. Mais honnêtement, ça m'est beaucoup moins resté en tête, je m'en souviens parce que j'en ai reparlé avec un pote, lui du coup s'en souvenait, mais à la base, quand j'étais en train d'en parler avec lui, je me souvenais beaucoup plus du début que du reste. Et c'est vrai que du coup, je sais pas, il y a un truc au bout d'un moment où je me suis un petit peu détaché, je trouvais que certains passages étaient moins intéressants que d'autres. Grosso modo, c'est plutôt pas mal. Il y a juste un truc, c'est... Et alors, mon pote qui connaît Neil Gaiman m'a dit qu'en fait ça vient bien du bouquin, mais je pensais que ça venait de Netflix. Je vous avoue que j'ai fini par exploser de rire à l'arrivée du 7e couple lesbien à l'image. Quand tu en arrives au niveau statistique à avoir plus de couples LGBT que de couples hétéros, il y a un moment où tu te dis je veux bien, c'est cool, vous faites de la promotion de mon équipe, quoi, mais... ça devient pas réaliste. J'adorerais pouvoir rencontrer des gays à tous les coins de rue. Hein. Le fait est qu'il y a que 10% de la population avec qui je peux espérer avoir quelque chose. Donc avoir une série comme ça où tous les personnages sont LGBT, tu fais... c'est un doux rêve, hein, c'est cool, mais... j'y crois pas. J'arrive plus à y croire, en fait, au bout d'un moment. C'est absurde, hein, quand même, parce que donc, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, je suis gay et j'ai envie de voir des personnages homosexuels et j'ai envie qu'ils soient au centre d'histoire, etc. Mais là, vraiment, le 7e couple lesbien ou homo ou gay, en fait. Il y a un personnage qui joue la passion ou la luxio, un truc dans ce genre-là, et c'est un mec non-binaire, enfin, je dis un mec parce que je sais que l'acteur est un homme, mais le personnage est non-binaire, quoi. Peut-être d'ailleurs que l'acteur l'est aussi, mais je crois pas. Au bout d'un moment, en fait, ça devient trop. C'est vraiment le truc où tu dis, on voit que vous avez un message politique à faire passer, que vous voulez montrer, vous voulez mettre cette catégorie de personnes en avant, et même faisant partie de la catégorie de personnes, je trouve qu'à un moment, ça devient invraisemblable. C'est juste un moment, je sais, c'est une série de fantasy en plus où tu vois le personnage, la personne qui incarne les rêves, qui débarque, etc. Mais il y a un moment, ça va quoi, c'est pas crédible, c'est pas crédible. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé The Sandman. Le gros défaut, enfin le gros reproche que je ferais à cette série, c'est que ils ont eu un délire. Ils ont tenu à étirer le cinémascope ou à le compresser sur les côtés, ce qui fait que tous les personnages ont des têtes d'œufs et que rien n'est parfaitement rond ou parfaitement carré, c'est toujours étiré parce que l'image est étirée, l'image est déformée. Et genre, au début, je pensais que c'était un bug, et t'as vraiment une interview du réalisateur qui fait non, parce que ça faisait un côté un petit peu étrange, éthéré, un peu rêve, et donc du coup, j'ai bien aimé que l'image soit étirée comme ça. Je fais, mais non, mais c'est juste moche, en fait, ça fait pas du tout un effet rêve. Tu veux faire un effet rêve, mais du flou, un machin genre là, mais étirer l'image, ça fait juste défaut de changement de l'anamorphique, par exemple, si tu en anamorphique. Ça m'a énervé dans la série, en fait, vraiment profondément. Donc voilà, c'est le seul défaut que j'ai, c'est un petit défaut visuel qui est tout con. En dehors de ça, la série de Sandman est quand même très très cool à regarder. C'est une des séries les plus chères qui a été produite par Warner, je crois. Et ça se voit aussi. Mais j'aime beaucoup le style très différent de narration. Tu vois que c'est un auteur de livres qui est venu écrire et non pas un scénariste, parce qu'un scénariste aurait voulu faire son héros mille et un visages classique, son parcours de base. Le héros avec la situation initiale, sauter le pas, etc. et tout le bordel. Et là, tu sens que c'est un auteur qui s'est dit, j'ai envie de changer un peu ma narration, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec certains trucs, j'ai envie de raconter certains trucs de façon directe, d'autres indirecte, d'autres machins. Et je trouve que ça passe de façon vachement intéressante et que c'est plus là que l'expérimentation de la série me semble intéressante. Pouvoir avoir dans la même œuvre des narrations et des styles de narration très différents et des thèmes différents abordés parce que tu as le temps d'explorer plusieurs choses, quoi. Donc pour le coup, Sandman, c'était plutôt cool. Et une des dernières séries que j'ai, alors j'en ai d'autres dans cette catégorie, mais c'est Andor et The Pentaverate, j'ai déjà fait des blogs dessus. La dernière série que j'ai là-dedans, c'est... non, The Pentaverate d'ailleurs, il est pas dedans, il est au-dessus, il est dans les ceux qui finissent dans les tops. La dernière série de cette catégorie, c'est Pam and Tommy. Ils ont fait une série au début de l'année, sortie sur Disney+. Et justement, c'est vraiment là que ça montre que Disney, la marque Disney, ça a complètement perdu sa personnalité, quoi, parce que maintenant tu fais des séries Disney avec Sebastian Stan, donc le soldat de l'hiver, complètement à poil, avec une prothèse de fausse bite, mais une grosse fausse bite, bien réaliste, mais énorme, quoi. Parce que c'est le truc, du coup, du chanteur qui l'incarne. C'est une série sur l'histoire de Pamela Anderson et Tommy Lee Jones, et notamment la fameuse sextape qu'ils ont fait ensemble, qui s'est répandue ensuite, et en fait, on savait pas trop, enfin, on s'en rappelle plus trop, même quand on avait vécu le truc à l'époque, mais c'était vraiment le tout début
du porno en ligne et du streaming et de justement du fait qu'avec ce qui était en ligne, le porno allait pouvoir être accessible à n'importe qui et que la moindre vidéo, même une sextape, pouvait du coup être diffusée sans aucun problème parce qu'il n'y avait même pas de droit, de question de droit à l'époque. La justice n'était pas prête pour le revenge porn par exemple ou pour la diffusion de porno. Et du coup en fait tu suis tout ça, tu suis déjà de base le début de la relation entre Pamela Anderson et Tommy Lee Jones. Mais tu suis aussi comment est-ce que tout ça a eu lieu. Déjà l'histoire de base elle est folle, le mec qui a réussi à récupérer la cassette et pourquoi est-ce qu'il l'a récupérée. Et du coup tout ce que ça a créé quoi, justement comment est-ce que le mec a essayé de vendre la cassette ensuite en ligne. Parce que du coup il y avait pas de, enfin, il y avait un moyen qui était pratique pour éviter qu'on le mette dans la merde. Parce que ça a fait changer au niveau du streaming, du porn sur internet, de l'hébergement de vidéos en général, de l'industrie du porno et de comment est-ce qu'elle fonctionnait, etc. Et c'est vachement fascinant, c'est vachement intéressant, c'est très très drôle. Très bien écrit, des performances d'acteurs qui sont très 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 bonnes. Et donc en fait voilà, c'était vraiment absolument fascinant à regarder. Et ça traite de plein de sujets vraiment intéressants, donc que tu penserais pas avoir traité dans une série qui parle de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee Jones. Et vraiment c'était fascinant quoi, c'était super intéressant à suivre. Donc je vous la conseille énormément, Pam and Tommy. Et donc dans la liste il y avait ici The Pentaverate qui est le dernier projet de Mike Myers. Je suis tellement content de revoir Mike Myers que du coup je l'ai mis dans la catégorie des meilleurs. Mais il n'est pas dans le top, puisque le top il commence maintenant, numéro 5. Alma, what have you done? Undone, saison 2. J'avais déjà parlé de la première saison, mais très rapidement dans une autre vidéo de, pareil, Top Flop Bilan il y a quelques temps. Undone, c'est une série avec une femme qui... c'est la nana qui joue Alita dans l'adaptation Alita Battle Angel. Elle joue en fait une jeune femme qui possède la capacité, le pouvoir inné dans son corps, de voyager dans le temps. Elle est notamment attirée par cette capacité parce que son père est mort il y a quelques années. Quand elle était très jeune d'ailleurs, et du coup elle a toujours grandi sans son père, et pour elle c'est le grand drame de sa vie, elle a jamais réussi à s'en remettre, elle est très négative, très défaitiste, vraiment pas très bien, et donc elle va essayer de voyager dans le temps pour déjà comprendre ce qui s'est passé avec son père, parce que c'est toute une histoire qui est un peu complexe, et ensuite, une fois qu'elle va comprendre ce qui s'est passé, elle va essayer de le changer. Et c'est justement tout le truc de la saison 2, c'est qu'en début de saison 2, elle a réussi à changer un truc du passé, elle va découvrir du coup un nouveau monde auquel elle va pouvoir se réadapter. Et ça va revenir sur son histoire familiale, ça va revenir sur justement son deuil de son père, et l'évolution psychologique donc de l'héroïne principale. Et c'est vraiment ultra fascinant, et la série a quelque chose en plus, c'est qu'elle a ce style, alors je sais pas si c'est redessiné à la main au-dessus d'images qui auraient été tournées, ou si c'est comme A Scanner Darkly qui était sorti il y a quelques temps, où c'était un plugin simplement qui permettait de retransformer l'image en truc qui semblait dessiné. Mais je sais qu'il y a des trucs qui sont dessinés spécifiquement pour la série, et qui sont notamment tous les effets par rapport au voyage dans le temps. C'est ça le truc, c'est qu'en fait comme toute la série prend un aspect dessiné, griffonné à la main, tu peux du coup y intégrer des effets spéciaux qui auraient été beaucoup plus compliqués à faire avec un rendu réaliste, mais que là tu peux faire dessiner à la main. C'est plus facile à faire que si c'est une grosse simulation 3D ou un truc dans ce genre-là, photoréaliste. Et ça permet un look et un style qui est très particulier, et j'aime beaucoup l'histoire, la narration et les thèmes qui sont abordés dans la série, l'évolution du personnage principal, et notamment j'aime beaucoup la fin. Il y a des gens qui ont été déçus par la fin parce que le happy end est très légèrement gâché, mais en fait, le happy end ne devrait pas être ce que les gens considèrent comme le happy end. Je vais faire une section spoiler juste vite fait parce que j'ai envie d'en parler, parce qu'il y a des gens qui sont déçus par ça. Le fait qu'à la fin, elle renonce finalement à récupérer son père, c'est justement ça, l'élixir. L'élixir, c'est l'objectif de la quête, c'est ce qui va changer le personnage. Vous considérez qu'en fait, son élixir, sa fin de quête, c'est d'avoir enfin pu récupérer son père, et du coup d'avoir une vie de famille où son père existe et où toute la famille est réunie, qui était ce qu'elle rêvait d'avoir depuis le début. Mais justement, en fait, en réunissant toute la famille et en explorant le passé de sa famille et en comprenant les différents trucs qui sont passés dans la famille, elle comprend que, en fait, il faut garder ce genre de blessures. C'est très bien d'avoir une famille qui fonctionne super bien là parce que le passé a changé, mais à la base, tu devrais être capable de gérer psychologiquement, d'encaisser et d'assimiler cette blessure et de pouvoir continuer ta vie et essayer d'avoir une bonne vie malgré la mort de ton père, qui est un événement qui s'est produit et qui fait partie de ta vie et dont tu peux pas fuir et que tu peux pas essayer de fuir et d'annuler en fait. Et donc justement c'est ça le truc, c'est qu'en fait à la fin elle a tellement fait la paix avec elle-même qu'en fait elle se rend compte, en fait oui j'ai appris beaucoup de choses, mais des choses que j'aurais pu apprendre simplement en parlant avec ma mère, en essayant de créer du dialogue, et donc je vais, au lieu d'avoir obtenu ces choses en changeant le monde, en forçant quoi, de façon brute, cette fois-ci je vais revenir dans le vrai monde et je vais mériter, chercher et obtenir
ces liens familiaux que j'ai réussi à reconstruire dans ce passé modifié du coup, ce présent modifié du coup, grâce à mes pouvoirs. Donc c'est essentiel que ça se termine comme ça. Il fallait surtout pas que ça se termine avec la famille recomposée et le père qui est revenu, parce que justement il fallait lui faire accepter son deuil quoi, qu'elle a jamais voulu dépasser dans la saison d'avant. Donc voilà, fin de section spoiler, j'ai pu revenir sur les trucs qui étaient la problématique à aborder en section spoiler. Sans section spoiler, j'ai beaucoup aimé la première saison et j'ai beaucoup aimé la fin de la deuxième saison. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Et donc je vous conseille vraiment de regarder Undone. C'est sur Amazon, je crois, Amazon Prime. C'est, je crois que c'est 8 épisodes de 20 minutes. C'est un format court. C'est vraiment très cool. Moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimé. C'est une sorte de Everything Everywhere All at Once animé en fait, avec le thème du voyage dans le temps plutôt que du multivers. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Undone et je vous le conseille. C'est donc le 5e. Nous allons passer maintenant au numéro 4. Mon numéro 4, c'est Heartstopper, cette comédie romantique, gay, et un peu dramatique aussi, gay, avec deux très jeunes garçons qui ont 17 ou 18 ans, je crois, ou 16 ou 18 ans dans la série, qui vivent leur première histoire d'amour. Et c'est une série c'est une histoire d'amour qui est très tendre, et je vous l'ai dit, j'ai déjà fait un vlog, donc je vais pas rester longtemps dessus, mais c'est vraiment une série, je l'ai regardée, j'étais... oui, c'est vraiment la série que tu regardes comme ça, quoi, vraiment l'histoire d'amour qui fait plaisir à voir, quoi. D'autant plus qu'elle est parfois compliquée avec certains problèmes de société, avec l'acceptation de sa propre homosexualité, etc. J'ai fait un vlog qui était lié avec celui de Love Victor en plus, parce que c'était le même sujet. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le vlog, mais je vous conseille aussi de regarder la série parce que c'était adorable. Et d'ailleurs, un des acteurs vient d'être casté dans le Marvel Cinematic Universe pour jouer un des personnages qui s'appelle Wiccan, qui est un des fils de Scarlet Witch et qui est canoniquement homosexuel dans la série, qui est apparemment un des personnages LGBT les plus appréciés dans les comics. Jamais entendu son nom de ma vie, l'histoire des enfants de Wanda, etc. Donc s'ils veulent, hein. Mais voilà, et en fait, ce Wiccan va être joué par l'un des acteurs de Heartstopper. Voilà donc, encore une fois, je vais pas rester trop longtemps dessus parce que j'en ai déjà parlé, et ce sera la même chose pour la suite. Passons au numéro 3. Ma troisième série de l'année, c'est Miss Marvel. Encore une fois, j'ai été totalement mis sur le cul par cette série. Il y a un mélange de Magical Girl à la Sailor Moon, de Marvel dans ses meilleurs moments, et notamment pour moi le Spider-Man de Sam Raimi, pas les horribles avec Tom Holland, pas vraiment la version Mark Webb, plus Sam Raimi avec plus le côté vraiment de toute la scène avec Peter qui découvre ses pouvoirs, avec Tobey Maguire qui est en train de courir et qui fait des wouhou en train de balancer entre les toits. Pour moi c'était complètement ça, mélangé donc à du Sailor Moon et en plus à une histoire sur l'histoire avec un grand H du Pakistan, de l'Inde, de la partition, donc on appelle cet événement où on a viré tous les musulmans et où donc on a créé des drames monstrueux. C'était fascinant d'apprendre ça parce que j'étais pas du tout au courant de cette partie de l'histoire et donc c'était vraiment intéressant. C'était très intéressant de voir l'évolution de Kamala Khan et de la voir se forger. Je trouvais que c'était bien que ce soit un super-héros qui soit forgé par l'exploration de son passé. Et il y a un truc intéressant d'ailleurs, j'avais complètement zappé le truc quand j'ai fait la série, quand j'ai fait le vlog. Donc je vais rajouter ça par rapport au vlog pour montrer à quel point c'est ça en fait. Le personnage de Miss Marvel se construit par rapport aux relations familiales et par rapport au passé historique de la famille de cette nana. Et en fait, elle rencontre plusieurs personnes dans son aventure et chaque personne lui donne un des éléments de son costume. Et chaque personne fait partie d'un des éléments de son passé et de l'histoire de sa famille et de sa culture, etc., etc. Donc en fait, c'est vachement intéressant. Il y a un foulard qui lui est remis par le petit clan de voleurs, il y a le costume qui est fait par sa mère, il y a machin qui est fait par tel truc, etc. Et tu vois qu'en fait, c'est une héroïne qui a été créée par toute l'histoire qui l'a amené à exister dans le monde d'aujourd'hui. Je trouvais que c'était vachement fascinant aussi comme façon de gérer le truc. Donc Miss Marvel, je l'ai déjà dit, mais c'était ma grosse surprise de l'année. J'ai adoré Miss Marvel, mais c'était pas ma série préférée de l'année. On va passer au numéro 2. On n'est pas encore au numéro 1, mais le numéro 2 aussi, il a déjà été fait dans les vlogs, on va le faire assez vite. Numéro 2. You're the best of Starfleet. Our ability to work together, that's our greatest strength. Let's show them what you got. Star Trek Strange New World. Enfin, Star Trek redevient du Star Trek. On a de l'épisodique intégré dans du sériel, mais principalement de l'épisodique. Un peu comme TNG d'ailleurs, parce que TNG c'est un des trucs dont je me suis rendu compte en le voyant, c'est que c'était
de l'épisodique, parce que à chaque épisode, les personnages avaient l'air de revenir à leur situation d'avant, mais en vérité c'était vachement du serial aussi, parce qu'il y a vachement de trucs qui se développent sur plusieurs épisodes en fait dans Star Trek TNG, même depuis la première saison. Mais là vraiment c'était le Star Trek, le retour justement à ce que Star Trek devrait être, et non pas Discovery qui a voulu faire de l'histoire sérialisée de A à Z, et à chaque fois ça traîne trop longtemps, où l'histoire est nulle, où les showrunners sont très mauvais. Et là pour le coup, avec Strange New Worlds, d'ailleurs il y a aucun des écrivains et des showrunners du reste, à part les producteurs qui sont les mecs qui sont responsables de tout Star Trek. Donc évidemment ils sont là, il y a un blaireau qui vient dire mais il y a Alex Kurtzman et machin, etc. Donc évidemment que c'est le même team. Évidemment c'est le producteur qui a racheté le truc, enfin c'est lui qui a les droits, c'est lui qui gère le truc avec Bad Robot. Le truc de J.J. Abrams, c'est lui qui dans Bad Robot est responsable de Star Trek. Donc évidemment qu'il est dans toutes les séries. Mais là il y a des auteurs qui étaient clairement pas dans les autres séries, et enfin ils ont produit de la qualité avec ces nouveaux Star Trek. J'étais très 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 content d'avoir une nouvelle bonne série de Star Trek, mais ma meilleure série de l'année, bien que ce soit à côté de Star Trek, n'est pas Star Trek. Et celui-ci pour le coup j'ai pas fait de vlog. Ma série numéro 1 de l'année est... It's almost like yesterday was one life, and today's another. And everything's different on this side of time. The Orville New Horizons. Definitely worth the wait. Qui s'appelle comme ça, New Horizons, parce que ils ont changé de producteur, et du coup je crois que techniquement, même s'ils veulent faire la suite de la série, qu'ils reprennent les mêmes épisodes, les mêmes personnages, les mêmes histoires, il faut lui donner un nom un petit peu différent. C'est la 3e saison, donc, de la série créée par Seth MacFarlane, qui est un énorme fan de Star Trek, et qui a essayé de recréer un Star Trek moderne. Clairement, tu sens qu'il a eu du mal à vendre le projet au début, et donc il l'a vendu en parodie. Il l'a vendu en disant, ça va être le Family Guy de Star Trek, quoi, parce que c'est lui qui fait ça, Family Guy, il me semble. Au début, dans les premières saisons, c'était effectivement plus orienté sur l'humour, mais tu sentais quand même vraiment l'influence de Star Trek, et que le mec voulait faire du Star Trek sérieusement, quoi. Des blagues, mais avec un truc de Star Trek fait un peu sérieusement. Il y avait tant d'épisodes sur l'addiction aux réseaux sociaux, et la validation par le tribunal populaire, etc. Enfin, c'était vraiment très très cool dans les premières saisons. Et plus il avançait, plus tu sens qu'il a voulu mettre l'humour de côté. Il existe toujours, mais il est occasionnel, il est là de temps en temps pour faire des trucs. Mais il a vraiment voulu développer un univers cohérent, un peu comme l'univers de Star Trek, avec son Starfleet et tout le bordel. Des races qui étaient clairement définies, des conflits entre différents groupes, et vraiment The Orville New Horizons. Mais il y a des épisodes qui m'ont fait chialer, tellement ils étaient beaux et tellement ils avaient bien traité certains sujets. Et notamment dans cette saison 3, il y a tout un sous-scénario avec un personnage qui s'appelle Topa, qui est le fils d'un mec qui s'appelle Bordus et de son mari, parce qu'ils font partie d'une race extraterrestre dans laquelle il n'y a que des mâles. C'est le gros truc qui les définit. Je crois qu'ils pondent des œufs aussi, mais il n'y a que des mâles. Sauf qu'en fait, tu découvres que c'est pas tout à fait vrai en saison 2, parce que l'enfant de Bordus naît en tant que femme, et ils apprennent qu'en fait, de temps en temps, avant, en fait, leur espèce avait des hommes et des femmes, que maintenant il n'y a plus que des mecs, mais de temps en temps, il y a une exception génétique, il y a des membres de cette espèce qui naissent femmes. Et à ce moment-là, le truc c'est de dire, on va le conformer à nos normes sociétales, et on va en faire un mec. Et c'est la meilleure façon d'aborder la question de la transidentité. C'est un des meilleurs sujets sur la transidentité que j'ai jamais vu. Cette jeune fille, qui est obligée de vivre en tant que garçon, et qui de plus en plus commence à se dire, mais il y a un truc qui va pas, je suis pas né dans ce corps-là, il y a quelque chose qui est pas bon, j'étais pas censé être avec ce genre, j'étais pas censé être avec ce truc-là. Et c'est donc une très très bonne métaphore de la transidentité. Alors ce qui est chiant, c'est que évidemment, comme c'est une métaphore et que c'est pas un truc direct, il y a des gens qui vont essayer de le retourner le truc, en disant, mais du coup, vous voyez bien qu'il faut pas changer son sexe, parce qu'on a changé son sexe à la naissance. Ils comprennent pas que c'est pas la question d'avoir changé son sexe à la naissance, c'est la question d'avoir voulu, à sa naissance, le faire se conformer à certaines règles. C'est ça le truc qui est dangereux. Et justement, c'est ça le truc, c'est de te forcer à respecter des règles que tu ne te sens pas, au fond de toi, respecter. On veut te forcer à être un mec, parce qu'il y a que des mecs. Oui, mais je me sens femme. Et c'est la même chose dans leur société à eux ou dans la société à nous, quoi. C'est quand tu nais dans un corps de mec, mais que tu sais que t'as la mentalité et la personnalité d'une femme dans ta tête, c'est le même principe de te dire on va pas te forcer à vivre dans un corps de mec alors que tu sais dans ta tête que t'es un autre corps. Donc c'est vachement intéressant, je trouve qu'il y avait des sujets qui étaient ultra intéressants, et alors ça parle pas que de ça, parce que je sais que il y a des gens qui ont beaucoup de mal du coup avec ces sujets aujourd'hui. Rassurez-vous, la saison entière ne parle pas que de ça, et au contraire c'est juste quelques épisodes par-ci par-là, mais c'est un bon récit qui est très bien mis en place, et honnêtement si vous êtes transphobe, c'est pas impossible que ce soit un des récits qui vous fasse changer d'avis, qui vous fasse vivre et comprendre de l'intérieur, dans l'esprit de ces gens, ce qui se passe pour eux.
ce qui passe pour elle. Donc les thèmes et sujets abordés sont vachement bien traités, l'univers qui se développe il est vachement intéressant parce que justement toute cette histoire avec la fille ça crée des tensions avec la race globale du truc parce que du coup on a des désaccords de vision et justement comment est-ce que tu fais quand t'as une alliance comme ça alors qu'en plus on a un ennemi qui débarque et qui est très dangereux et justement ces mecs là ils font les meilleures armes du truc donc si on les fait chier on pourra pas avoir des bonnes armes etc. Enfin il y a toute une géopolitique en plus qui s'est vachement bien développée, esthétiquement c'est super cool, il y a des effets spéciaux qui sont... c'est très TNG dans ce genre où c'est très lisse, très propre et très bien éclairé. C'est vraiment de l'éclairage de l'époque de Star Trek où t'avais, il fallait mettre de la lumière partout parce que tu voulais pas te faire chier à refaire la lumière à chaque plan. T'as toujours des lumières qui viennent de partout autour des personnages pour qu'il y ait jamais une ombre, que ce soit un éclairage très général. Et du coup, ça fait quelque chose de très lumineux en fait. Et ça collait vachement bien à l'univers de TNG avec qui était, enfin, le pont, il y a une énorme moquette, il y a le gros truc en bois où il y a tous les contrôles au-dessus, quoi. Enfin, c'est un truc qui est très cosy et qui est très éclairé en même temps, enfin, qui fait un peu cocon. Et tu retrouves un petit peu ça dans ce truc-là. Alors c'est moins moquette dans celui-ci, c'est plus bleu métallisé et surface réfléchissante, mais quand même, tu retrouves complètement le style et l'esthétique de TNG, les thèmes de TNG et la brillance, la qualité d'écriture par certains épisodes de TNG. Pas toujours, évidemment, il y a un ou deux épisodes, il y a notamment un des derniers épisodes sur Topa où elle parle avec une des rares adultes féminines de cette espèce, etc., dans un camp pour accueillir tous les gens comme ça qui sont un peu différents. Et c'est un épisode que je trouvais très très bizarrement écrit, ça n'avançait jamais, où c'était toujours trop laborieux, où des scènes duraient trop longtemps, et je comprenais pas pourquoi t'étais encore là, etc. Pour le coup, ça c'est un épisode où j'ai trouvé un peu bizarre, mais c'est jamais mal écrit. C'est un peu bizarre, c'est un peu surprenant quoi, mais c'est jamais mal écrit. C'est pertinent, c'est drôle, c'est profond, c'est bien fait, c'est fascinant, c'est de la bonne SF. C'est tout ce qu'il faut faire quand tu fais du nouveau Star Trek en fait. Sans l'humour, ce serait complètement le nouveau Star Trek de notre génération. S'il n'y avait pas eu Strange New Worlds et Discovery pour foutre la merde avant. Mais vraiment, c'est une qualité de série de science-fiction qui a été rarement atteinte. C'est un bonheur de regarder The Orville New Horizons, et vraiment, j'ai chialé devant certains épisodes quoi. C'était aussi bon que ça. Donc voilà pour ce qui est de mes tops, mes flops et mes rattrapages de séries cette année. Probablement que j'en ai loupé une ou deux qui vous auront plu, qui ont fait parler d'elles, etc., etc. Donc voilà, vous pourrez me faire la liste. Je vous fais confiance, vous la faites tous les ans. Eh, mais t'as pas parlé de ça? Bah oui, parce que je l'ai pas vu. Mais donc voilà, j'espère que cette liste vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé des séries que vous connaissiez pas à rattraper du coup là-dedans. Et puis bah voilà. Ça y est, c'est terminé. J'ai fini ma liste, j'ai fini ma vidéo, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. C'est fait. Donc bah maintenant, il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère que vous me retrouverez dans la suite de ces vidéos de début d'année, avec donc en principe la prochaine vidéo, le top des vignettes dessinées par Arcadie Picardi. Je vous rappelle que vous pouvez aller voter sur EasyPoll. Peut-être que quand cette vidéo sera sortie, ce sera plus possible. Donc, mais en tout cas, voilà, ce sera ça la prochaine vidéo qui sera faite pour la chaîne. Et puis ensuite, on terminera avec Top Flop et rattrapage. J'espère que ça vous aura donc plu. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.